Nous avons évoqué au travers d'un certain nombre de projets très sympas des matériaux anciens, des matériaux vernaculaires qui existent depuis bien longtemps, mais que nous redécouvrons sous l'intitulé d'éco-matériaux au nom du développement durable. Matériaux biosourcés, matériaux géosourcés. Voilà. Cette redécouverte, nous devons la faire au travers d'une indispensable normalisation, car d'une part, la loi Spinetta est passée par là, avec elle l'obligation d'assurance, et ce qui est vernaculaire n'est pas forcément traditionnel aux yeux des assureurs. C'est une question qui avait déjà été évoquée hier matin, qui a été reposée hier après-midi, qui mérite d'être approfondie. Et d'autre part, ces matériaux, il faut étalonner leur performance pour les rentrer dans la fameuse base Ignes qui va nous servir dans le cadre de la RE 2020. Donc nous sommes face à une nécessaire normalisation des caractéristiques des produits, d'une part, et de leurs règles de mise en œuvre. Donc les intervenants qui suivent vont nous approfondir le sujet sur 3 de ces matériaux qui sont le chanvre, la paille et le bois, même si le bois était effectivement déjà normalisé depuis un certain temps. Donc pour commencer, j'appelle monsieur Pierre Nicot, Gilles Escadellas et Sylvain Burg, ou Bourg, je ne sais pas comment on dit, qui vont nous parler du chanvre et du béton de chanvre. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc écoutez, je vais me présenter, donc Gilles Escadellas. Le LMDC, je ne sais pas si vous connaissez, ce laboratoire de recherche, c'est le plus gros laboratoire de recherche en génie civil universitaire qui est à Toulouse et à Tarbes. Donc c'est la nouvelle maintenant, on a une antenne à Tarbes. Donc c'est 50 enseignants-chercheurs, 50 doctorants et une vingtaine de personnels techniques administratifs, avec une particularité, c'est qu'on a une division de transfert de technologie qui intervient pour les entreprises et aussi pour les experts, et que dirige donc Pierre Nicot, qui prendra la parole tout à l'heure. Donc on m'a demandé, et je remercie M. Fernandez de m'avoir demandé de parler du béton de chanvre. Donc on va vous parler très rapidement du béton de chanvre par rapport, moi je vais vous faire l'état de l'art, et Pierre va vous compléter avec le côté validation des formulations dans le cadre des règles professionnelles, et ensuite après sur une expertise. Donc d'une manière générale, par rapport à la partie construction, je ne vais pas refaire le bilan, mais le béton de chanvre rentre dans une problématique très générale. La problématique, vous la connaissez, c'est la problématique directe que vous avez par rapport à la consommation énergétique. Et Dieu sait qu'avec l'augmentation du coût d'énergie, on est de plus en plus confronté à ces problèmes-là. C'est directement les problématiques liées aux productions de gaz à effet de serre. Et c'est les problématiques dont on parle beaucoup moins, mais qui vont intervenir de plus en plus, d'accès à des ressources renouvelables par rapport à des ressources non renouvelables. Entre autres, on veut parler des matériaux de construction, sable et gravier. On est peu touché encore dans la région ou en France, mais il y a des pays où ça devient vraiment très, très problématique. Donc le béton de chanvre, en fait, il répond à ces problématiques-là. Ce n'est pas une idée, on va dire, qui sort de n'importe où, mais ça répond à ces problématiques-là. Donc par rapport au béton de chanvre, comment il répond à ces problématiques-là? Il répond à ces problématiques-là parce qu'en fait, on va avoir des matériaux qui sont des sous-produits agricoles. Ce n'est pas des matériaux, on ne va pas cultiver. Alors on peut cultiver du chanvre, effectivement, mais vous allez avoir beaucoup d'utilisations autres qu'uniquement, on va dire, la paille de chanvre qui va nous permettre de pouvoir valoriser le matériau. On va pouvoir effectivement avoir une ressource renouvelable avec une plante qui pousse très vite, qui ne demande aucun entrant, c'est-à-dire on n'a pas besoin de mettre d'engrais, on n'a pas besoin d'arroser. Et en plus, on est sur nos latitudes avec des plantes qui peuvent pousser sans trop de soucis. Et donc on peut répondre comme ça à ces matériaux. Ensuite, après, et ça c'est le côté intéressant, et c'est là-dessus qu'on fait attention, répondant à des problématiques majeures sociétales, c'est le confort et la santé par rapport aux usagers. Donc ici, si on revient un peu aux images, vous avez le chanvre. Alors ce n'est pas le chanvre que l'on fume, hein, c'est un chanvre effectivement avec une faible quantité de psychotropes. Vous avez les bassins. Alors le bassin régional n'apparaît peu, mais on commence à voir à nouveau des agriculteurs qui se mobilisent pour produire du chanvre. On avait avant une usine à Caser. Et les propriétés directes du chanvre sont directement liées ici à cette structure qu'on va avoir de la paille qu'on va mettre dans le béton, qui est une structure très alvéolaire. Ce matériau, il peut être mis en place de différentes manières, mais je laisserai M. Burg en parler mieux que moi tout à l'heure, par des systèmes de projection, par des systèmes de préfabrication sous forme, par exemple, de blocs, ou par des systèmes plus traditionnels, banchés.
Donc si on en vient maintenant après aux réalisations, alors on nous dit toujours le béton de chanvre, c'est un béton effectivement pour la campagne. J'ai juste pris un exemple d'un cabinet d'architecte Hervé Abadi à Paris qui montre qu'à Paris, dans le 13e, on peut aussi faire du béton de chanvre dans le cadre de logements sociaux. Et effectivement, vous avez ici la réalisation de type béton de chanvre avec un béton de chanvre projeté que vous retrouvez sur la partie droite avec un CEP, vous voyez, qui est tout à fait intéressant, de 45 kWh par mètre carré et par an. Donc si on continue par rapport à ces matériaux, alors bien sûr, on va retrouver toute une série d'avantages par rapport au béton de chanvre. Le premier avantage, c'est le côté isolation thermique, c'est-à-dire on va avoir un matériau qui présente une bonne isolation thermique, équivalent à peu près à du béton cellulaire pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ça. Le gros avantage, et entre autres par rapport à la rénovation, parce qu'il y a une partie importante sur la rénovation, c'est sa forte perméabilité à la vapeur d'eau, qui font que, par exemple, si vous mettez cela à l'intérieur d'un bâtiment de type monument historique, ben vous n'allez pas emprisonner l'humidité dans votre mur, par exemple, qui peut dater du XVe siècle. On a travaillé, ce sera présenté tout à l'heure aussi, sur le projet Enerpat avec la ville de Cahors sur ces problématiques-là. On a donc après un certain nombre d'autres avantages qui sont le comportement déformable adapté au remplissage et surtout, je vous présenterai juste après, le piège à CO2. Donc je vous rappelle, on va essayer de capter du CO2 autant que l'on peut avec ces produits biosourcés. Donc ça, c'est un gros avantage par rapport aux éléments. Pas d'impact sanitaire connu négatif. Et puis surtout, et ça sera présenté par Pierre tout à l'heure, des règles professionnelles qui rassurent toujours, bien évidemment, les assureurs et qui, après, confortent les experts. Donc juste pour vous présenter quelques résultats, par exemple, sur le champ de la construction ici, vous avez, alors on compare toujours, bien évidemment, si on veut être juste, des choses comparables, c'est-à-dire ici, on va comparer avec une même résistance thermique de différents matériaux, le béton de chanvre monomure, un bloc béton et un béton cellulaire. Vous voyez que le bloc de chanvre, c'est le seul qui va permettre donc de pouvoir piéger du CO2 et donc d'être vraiment dans la RE 2020, et c'est pour ça que vous le verrez de plus en plus dans les prochaines années. Et puis même d'un point de vue consommation d'énergie, vous voyez le problème actuel des briquetiers avec un coût d'énergie énorme par rapport aux nouveaux produits. Vous voyez qu'ici, c'est là où on a le minimum de demande en énergie, de consommation d'énergie pour ces matériaux à base de chanvre. Dont les propriétés que l'on met en évidence, nous, en laboratoire, dont on travaille sur ces propriétés, bien sûr, c'est les propriétés de résistance mécanique, dont on a des systèmes qui peuvent être porteurs, mais généralement, on ne cherche pas d'avoir des systèmes porteurs, mais plutôt des systèmes autoporteurs, permettant de favoriser la résistance donc plutôt thermique que la résistance mécanique, donc avec des matériaux souvent avec des résistances relativement faibles, en dessous de 1 mégapascal. Donc tout ceci est exprimé en fonction de la masse volumique apparente sèche. Et puis, vous avez surtout les propriétés thermiques, ce sont celles que l'on recherche surtout. J'aurais dû rajouter aussi les propriétés hydriques, mais ça va être sur la diapo suivante. Et là, vous voyez qu'effectivement, par rapport aux masses volumiques apparentes, donc si vous avez des matériaux très légers, vous retrouvez des conductivités thermiques qui sont relativement intéressantes, permettant de contribuer largement aux propriétés de confort et de santé par rapport aux personnes. Alors bien évidemment, ceci, ça dépend après d'un certain nombre de questions que vous aurez peut-être à vous poser si vous avez un sinistre qui arrive, sur le type de liant qui arrive, le type de chambre qui est utilisé et aussi, bien évidemment, tout ce qui est mis en œuvre, coulage, même si c'est pris dans le cadre, donc, par exemple, des recommandations professionnelles. Donc juste pour vous présenter aussi, donc il y a un certain nombre de suivis qui sont faits sur les ouvrages. Donc ça, c'est un suivi qui est fait par le CEREMA de Bordeaux. En haut, vous avez les courbes de température. Donc ça, c'est fait au mois de mars. Et en bas, vous avez le côté... Non, pardon. Ici, vous avez le côté température à gauche, et le côté humidité qui est à droite. Et vous voyez bien effectivement le côté très intéressant de ces matériaux pour jouer le rôle d'isolation. Et donc très rapidement par rapport au mur, vous voyez que par rapport aux températures extérieures que vous avez ici, très rapidement vous allez avoir un matériau qui va, on va dire, lisser les écarts de température et faire qu'en termes de confort, c'est intéressant, que ce soit en température et en humidité. Tout ceci, vous le retrouvez ici sur ce fameux diagramme que vous connaissez certainement, qui est le diagramme de confort lié donc effectivement aux personnes. En fait, en termes de confort, c'est la notion de température et d'humidité qui fait qu'il faut qu'on soit dans ce petit rectangle, enfin un rectangle, c'est un losange ici que vous avez ici, pour être dans des bonnes propriétés de confort et de santé. Et donc, vous voyez que dans les deux cas, vous vous retrouvez exactement dans cet endroit-là. Il ne faut pas être trop humide parce que là, vous allez avoir des problèmes, par exemple, par rapport plutôt au côté santé. Et quand c'est trop sec aussi, ça peut poser des soucis. Donc, juste pour vous montrer, donc, très rapidement, comme ceci, les propriétés que l'on peut avoir par rapport à ce matériau de chanvre. Je laisse maintenant la parole à Pierre.
moi je vais vous parler des études qu'on peut réaliser en laboratoire pour valider une formulation de béton de chambre. Donc on est accrédité par CNC, dans le construire en chambre, qui sont les règles professionnelles. Donc bon, je vais passer rapidement sur la préparation, mais bon, la préparation en laboratoire doit être faite avec des moules particuliers, une conservation à 20 degrés 50%, un compactage par couche et des conservations particulières avant essai. Nous avons aussi, pardon pour le micro, nous réalisons après des essais mécaniques à 60 et 90 jours, donc résistance à la compression et détermination du module de déformation, et des essais de conductivité thermique à la plaque chaude gardée, selon la EN 664. Donc, au niveau des critères à atteindre, on doit atteindre des critères en résistance et en module. Selon les applications, ça peut être différent. Donc, il y a les applications de toit, sol, mur ou enduit, à atteindre donc des valeurs différentes. Et là, je vous ai montré après des exemples de conductivité thermique à 60 et 90 jours, réalisés avec l'appareil. Ça vous permet de voir comment on fait ces essais. Donc, avec une masse volumique, par exemple, à 658 kg par mètre cube, on peut atteindre des valeurs de lambda de 0,172 watts par mètre Kelvin. Pour les essais de compression, donc là vous avez typiquement une éprouvette 1632 avant essai et après essai, et la courbe déformation, enfin contrainte déformation qui correspond au dernier cycle où on détermine la résistance à la compression, et le module est déterminé après plusieurs cycles. Alors, je reviens en arrière, pardon. Donc on intervient aussi au niveau du laboratoire, au niveau d'expertise. Donc là, il s'agissait d'une école à Honnay-le-Château où il y avait une paroi béton suivie de 30 cm de béton de chambre et un badigeon qui avait été mis par-dessus, qui servait d'enduit. Donc la problématique est, comme vous le voyez, une multifissuration avec forme de carapace de tortue, si on peut dire. Et donc là, on a prélevé des échantillons sur deux façades différentes parce qu'on aime toujours voir comparer une zone plus touchée, une zone moins touchée. Donc le prélèvement a été réalisé à sec, ce qui était assez important pour pouvoir après quantifier l'eau qu'il y avait dans le matériau. Alors, ça ne marche plus. Voilà. Donc on commence toujours par des observations macroscopiques de base, avec les épaisseurs de l'enduit, la présence de badigeons, la teinte de l'enduit, la porosité, donc la porosité avec si elle est remplie ou pas remplie, la répartition granulométrique des pores, si elle est continue ou discontinue. Pareil pour le sable qui a été mis en place, s'il y a une répartition qui est homogène et continue. Bon, j'ai vraiment des problèmes avec la zapette. Donc, après, on avait proposé des essais de porosité accessible à l'eau, donc sur toujours la façade nord et la façade est, pour voir s'il y avait des différences. Et le plus important, la teneur en eau libre dans le matériau. Donc, au moment où on a prélevé, évidemment, c'était fissuré, donc il peut y avoir de l'eau qui est rentrée par les fissures. Mais on est allé en profondeur, plus en profondeur pour voir ce qui se passait, et on avait quand même des teneurs, que ce soit en façade nord ou en façade est, très importantes d'eau contenue dans le matériau de béton de chambre. J'en parlerai un peu plus loin après. On peut réaliser aussi, donc on peut aller très loin dans l'expertise en réalisant des observations microscope électronique à balayage, couplées à des analyses microchimiques EDS. Donc là, vous voyez une image avec le badigeon en haut et l'analyse chimique correspondante de la pâte, donc avec présence de calcium par exemple, là, bon, essentiellement. On peut réaliser des cartographies en éléments chimiques, le tout pour voir si la minéralisation de la fibre de chambre s'est bien passée, est bien réalisée, ou si il y avait des agents pathogènes type gonflant qui auraient pu produire des contraintes dans le matériau et la fissuration. Alors, ça ne veut pas. Toujours pour voir ces pathologies, on peut réaliser aussi des analyses minéralogiques par diffraction des rayons X. Donc ça nous permet de voir, de confirmer la présence de quartz qui est amenée par le sable et la calcite qui provient de la carbonatation de la chaux. Alors, le problème essentiel, comme j'ai dit, c'était l'eau qui était contenue dans ce béton de chambre.
qui était assez importante. Donc on s'est demandé pourquoi il y avait autant d'eau, et on pense qu'elle était présente initialement. Donc on a réalisé un essai à la goutte, c'est un essai de base, un essai à la goutte d'eau, pour voir si le badigeon s'imprégnait rapidement ou était vraiment imperméable. Donc on a pu voir que par rapport à la surface de l'échantillon, l'imprégnation était très lente. Donc on a fait une analyse infrarouge de cette surface et on a pu constater qu'il y avait présence d'un latex donc, qui est imperméabilisant. Et en parallèle, on a vu qu'on a suivi un reportage, parce que cette école avait été suivie par un reportage écrit, où en fait on s'est aperçu que les cadences avaient été accélérées. Et donc le séchage du béton de chambre avait été réduite. Et l'application, on avait appliqué ce badigeon de manière trop rapide. Donc en fait l'eau a été emprisonnée. Et en fait en voulant sortir, elle a créé cette fissuration. Voilà. Donc nous intervenons au niveau de ce type de pathologie. Nous intervenons aussi au niveau du pisé, de la terre crue, du béton de bois également. Bon, après les bétons classiques, les matériaux classiques. Donc le laboratoire travaille sur tout ça avec une antenne particulière, comme disait Gilles, à Tarbes pour tout ce qui est matériaux biosourcés. Merci de votre attention. Désolé pour les appels. Encore ? Oui, mais je passe de l'un à l'autre. Eh bien, mon diaporama. Monsieur Fernandez. Il n'y a pas de diaporama ? Je voulais envoyer. On a du mal. Excusez-moi. Oui, permettez que je prenne ma... Je sais pas, j'ai une tablette avec le... J'ai le dossier avec moi, mais... J'ai une... Enfin, j'ai mon... En attendant les images, s'il y a des questions à poser à nos intervenants, je pense qu'ils y répondront avec plaisir. Oui, bonjour messieurs. Ça marche? Excusez-moi. Martial Le Boisdec, vous avez parlé des essais de compression. Est-ce que vous faites aussi des essais de cisaillement et de traction? Alors, on peut réaliser des essais de cisaillement. Alors, on a réalisé des essais de cisaillement déjà sur du béton de bois. Les essais de traction, c'est toujours compliqué parce qu'il faut arriver à fixer le matériau. Mais ça marche. Voilà. Donc, voilà. Et donc, ça peut se faire, mais c'est selon le cas, selon le matériau, parce qu'en fait, la plupart du temps, en essai de résistance, en essai de traction, on peut très bien céder très rapidement au niveau du collage sur les morts. L'essai de cisaillement, par contre, fonctionne. Ouais. Voilà. Ou alors, au lieu de faire la traction directe, on fait de la traction, on va dire, composée, type flexion, inflexion 3 points, flexion 4 points. L'objectif, toujours, c'est d'essayer de reproduire au mieux le comportement des matériaux dans l'ouvrage. Donc si, par exemple, c'est un ouvrage fléchi, on a plutôt intérêt, effectivement, de la faire de la flexion de type 3 points ou 4 points.
Par exemple, c'est le système qu'on peut appliquer dans certains cas sur le béton fibré ou autre. Mais c'est vrai qu'effectivement, la résistance en traction pure, au sens où on le fait, autant ça marche bien sur les matériaux très ductiles, type effectivement acier, ça on peut le faire aussi pour retrouver les capacités résiduelles d'acier, surtout après par exemple un incendie. Mais c'est beaucoup plus difficile effectivement sur des matériaux de type un peu plus fragile ou trop déformables, donc comme les bétons de chanvre. Une autre question? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, Huguette Vernet, architecte expert à Grenoble. Je voulais savoir si on peut utiliser le béton de chanvre dans des milieux avec de la neige jusqu'en pied de façade. Est-ce qu'on a un risque au niveau de la capillarité, au niveau du sol? Normalement, non. Enfin, on doit isoler le béton de chanvre du sol. Enfin, Gilles pourra compléter. Oui, je pense que comme tous les matériaux biosourcés, effectivement, on a plutôt intérêt d'isoler pour les remontées d'humidité. Enfin, sur les poteaux bois ou autres, d'abord, il y a les avancées de toit. On va retrouver des choses classiques, un peu plus de côté vernaculaire, dans lequel les structures donc, de remplissage étaient toujours protégées par des avancées de toit suffisantes, ce qu'on va retrouver pour le béton de terre. Et ensuite, après, d'essayer d'éviter les remontées capillaires. Alors, juste un avantage, puisque j'ai encore 3 minutes, nous on a fait des études justement sur la problématique, entre autres du béton de chanvre, qui est souvent avancé dans les pièces humides par rapport au côté humidité, prolifération de champignons ou autres. C'est le matériau qui, par rapport au côté végétal, résiste le mieux par rapport à ces proliférations. En fait, on va jusqu'à 90% d'humidité sans avoir de problème de prolifération de ce type d'éléments. Alors, puisque le béton de chanvre, la difficulté majeure que l'on va avoir actuellement, c'est des fois un manque de ressources, puis c'est une ressource, on va dire, qui est ciblée dans le temps, dont nous, on regarde un petit peu, donc, entre autres, comme l'a dit Pierre avec nos collègues de Tarbes, d'autres matériaux qui pourraient être utilisés, comme la paille, avec toujours pareil les mêmes techniques, type effectivement banché ou projeté, ou d'autres éléments qui pourraient être utilisés, mais toujours pareil, dans ce cas-là, des sous-produits agricoles, de manière à ne pas empiéter sur les espaces réservés à l'alimentation humaine ou pour les animaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à nos intervenants? Oui. Bonjour, donc Jacques Caravi, je suis architecte expert à Béziers. Je voulais savoir jusqu'à quelle hauteur on peut le mettre en œuvre. Sur les hauteurs, bon, ça va dépendre après de l'épaisseur que l'on a, effectivement. Ensuite, après, ça va dépendre du support. Par exemple, quand on a un système qui est un système projeté, on va projeter sur de l'OSB ou des choses comme ça. Mais en fait, sur le côté étage, sur un étage, on n'a pas de souci par rapport à un étage. Enfin, nous, on est monté on a suivi des chantiers jusqu'à 3 mètres de haut. On n'a pas eu de difficultés majeures par rapport à ça, puisqu'en fin de compte, la reprise d'effort, elle va être reprise ensuite après. Il n'y a pas de tassement. On est à 1 mégapascal quand même, 0,5 mégapascal. On n'a pas de tassement sous voie propre du matériau. Donc nous, jusqu'à les 3 mètres, on l'a fait, donc on n'a pas eu de soucis ou autre. Voilà. Et après, on le revêt derrière un revêtement ou il est directement comment dire, en finition? Alors souvent, ce qui est recommandé, alors en finition, ça va dépendre, mais ça va être présenté juste après. Ce qui est demandé souvent après, c'est qu'on peut compléter, mais si on complète, il faut toujours garder le côté perspirance ou transpirance, effectivement, laisser passer la perméabilité d'eau. Il faut surtout éviter ce qui a été présenté tout à l'heure par Pierre, le côté étanchéité qui fait que du coup, la dernière barrière au latex ou autre évite effectivement le côté respirant. Donc si on veut effectivement mettre un badigeon, par exemple à l'intérieur, à base par exemple de fibres, de type fibre de chanvre, pour essayer d'améliorer les propriétés, comme ça a été dit, en flexion, entre autres, ou en traction. Là, on a plutôt intérêt aussi à avoir un matériau avec le même liant, toujours pour laisser la transpirance ou la perspirance effectivement du matériau se faire. D'accord.
Il faut surtout éviter, on va dire, de rajouter l'étanchéité intérieure qui ferait que tout ce qu'on a fait jusque-là, ça serait uniquement, on va dire, perdu à cause de l'étanchéité qui serait liée à juste un petit revêtement intérieur pour le côté purement esthétique. Ok, merci. Alors du coup, bonjour à tous. Donc Monsieur Bure-Sylvain, donc représentant de l'entreprise Bure. Donc l'entreprise, très rapidement, on est basé à Caylus dans le Tarn-et-Garonne. On a plus de 60 ans d'existence. Au niveau du suivi, donc des compétences professionnelles avec des DUT licences dans l'entreprise. Un effectif qui va de 10 à 15 personnes avec un parc matériel assez important. Voilà, sur le territoire, nous sommes une entreprise reconnue qui participe aux différentes manifestations culturelles et sportives de notre secteur. Donc entreprise à la base spécialisée en maçonnerie, avec en plus une partie petit terrassement. Ces dernières années, nous nous sommes lancés dans la partie chaux-chanvre, donc ici un de nos premiers chantiers en chaux-chanvre, et également de notre savoir-faire, tout ce qui est pierre, donc matériaux naturels. Sur le bâtiment que vous avez ici, la partie ici est ancienne, la partie ici est neuve. Donc on ne voit aucune différence entre les deux, ou très peu. C'était notre premier en chanvre. Donc ici, isolation, chaux-chanvre à l'intérieur. Donc un projet suivi par un architecte, par Monsieur Jeannette, qui est architecte à Clermont-Ferrand. Suite à ces chantiers, du coup, nous avons de suite mis en place différentes méthodologies qui nous permettent de suivre nos chantiers. Donc rapidement, la mise en place de fiches, travaux, avec les différents points à aborder lors de la préparation d'un chantier chanvre, que ce soit au niveau de la préparation, au niveau du chantier en lui-même, mais également au niveau de tout son suivi. Parce qu'on peut avoir des soucis, comme ça a été le cas sur Honnay-le-Château. Voilà, s'il n'y a pas de suivi derrière, avec en plus des solutions qui existent, du coup, donc tout ce qui est assécheur d'air, parce qu'on va être très sensible quand même à tout ce qui est humidité et autres, donc des assécheurs d'air, des chauffages, pour contrer ces phénomènes-là, avec en plus, pour améliorer la qualité, la mécanisation de la projection. Donc on a encore une image de la projection à la main ou du branchage à la main. Nous, ça va faire maintenant 7 ans que nous avons des machines pour projeter le chanvre qui nous permettent d'avoir un rendu, une qualité supérieure par rapport à une projection à la main, une production artisanale. Donc M. Escadéas en a parlé au tout début. Donc ici le projet NERPAD Sudoé, donc un projet européen qui est un immeuble en R+4 dans le centre-ville de Cahors. Donc centre historique, classé avec la présence de la basilique derrière. Donc ce chantier, c'était la réhabilitation d'un immeuble en centre-ville avec projection d'enduit sur les 3 premiers étages, enduit isolant en chaux-chanvre, avec une finition extérieure en chaux, et la surélévation du bâtiment avec un dernier étage en ossature bois, remplissage chaux-chanvre, donc 30 cm de chaux-chanvre projeté. Et ce projet donc, est européen, à la fois avec la France, le Portugal et l'Espagne, et suivi du coup par le LMDC. Ici, un de nos seconds chantiers références, donc le chantier du CIMAT de Tarbes, donc la création d'une déchetterie, un bâtiment de 800 mètres carrés au sol, 600 mètres carrés d'enduit projeté, donc ossature bois noyer, projection de 30 cm de chaux-chanvre, donc 21 cm par l'extérieur, et 7 cm de plus par l'intérieur, plus d'enduit de finition intérieur-extérieur. Donc ce projet avait été étudié à la base par une entreprise de Toulouse qui faisait du chanvre, qui malheureusement a fermé avant d'avoir pu concrétiser son projet. Nous avons repris en cours de route le projet qui avait été étudié. Il y a des choses qui avaient été faites que nous n'aurions pas fait comme ça a marché, mais il y a des choses qui auraient pu être revues au moment de la conception. Et c'est là qu'on va arriver donc, sur notre dernier chantier phare. Donc, c'est l'école maternelle et primaire de Ducos à Castel-Sarrazin. Donc là, ça a été un chantier donc, qui a commencé en 2021, juillet 2021, donc pour la partie maternelle ici et restauration. Début des travaux par le terrassement, début juillet 21. Les enfants sont rentrés dans l'école le 2 janvier 2022. C'est-à-dire qu'en 6 mois, on a réussi à faire une école de 1000 m² au sol, en 6 mois, en comptant à la fois le terrassement, en comptant tous les corps
tous les secondes œuvres à l'intérieur, plus tout ce qui est mur, avec une isolation aux chambres. Un procédé constructif, donc peut-être pas novateur, mais du moins concerté avant le chantier, qui nous a permis d'avoir des gains de temps très importants et une efficacité importante. Ce projet a ensuite amené en même temps la création de l'école élémentaire en plus, donc un chantier total qui représente 1800 m² de projection d'enduit chaud-chanvre sur 15 cm, des bâtiments ossature bois avec un remplissage de l'ossature bois avec des blocs de chanvre, blocs de béton de chanvre préfabriqués en atelier. On commence à parler de préfabrication. C'est aussi un des points qui aurait pu être amélioré, ça a été fait sur site, mais c'est quelque chose qui peut s'améliorer dans les années à venir. Donc au niveau de ces chantiers-là, forcément ça demande une concertation en amont, pendant et après les travaux, parce qu'il fallait être hyper calé entre chaque entreprise, être spécialisé, c'est-à-dire que nous faisions la prestation béton de chanvre, il ne fallait pas qu'on ait à toucher, que ce soit la menuiserie, la charpente, chacun avait ses tâches à réaliser. Donc nous avons fait les différents murs, là c'est également un projet de toiture préfabriquée, donc caisson de toiture avec un remplissage aux chambres. C'était un test, il est concluant pour l'instant, donc ça va faire 6 ans qu'il est en place, ça n'a pas bougé, on n'a pas eu de soucis. Et ensuite, comme je l'ai dit, c'est la concertation, ce chantier donc, qui a été réalisé à vitesse grand V, avec le travail sur l'extérieur et à l'intérieur en même temps. Donc les peintres étaient à l'intérieur quand nous étions en train de projeter à l'extérieur le béton de chanvre. Donc des gains de temps importants qui nous ont permis de réaliser ces chantiers très vite. Donc merci beaucoup.